quoi l'inclusion sociale? Ben, c'est le contraire de l'exclusion. C'est évident. Mais oui. Ouais, mais concrètement, là, c'est quoi? Voilà, deuxième partie de cette émission de Hall Inclusif consacrée au CPMS, comme je dis, incluons les CPMS. Donc voilà, Isabelle, tu viens en première partie ici de nous dresser le tableau, on va dire, institutionnel de ces structures. 4 familles, 3 missions, 8 taxes de travail, beaucoup trop d'élèves pour trop peu d'argent. Une longue histoire, tu parles des années 60. Alors, j'aime bien la deuxième partie de l'émission, qu'on va vouloir pratique. Je vais poser la question, j'entends tout de suite les mauvaises langues répondre à ma place. Les PMS, à quoi ça sert? Ça sert à plein de choses, contrairement à la croyance générale. Voilà. Pour tous ceux qui se sont dit à rien. Non. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, on m'a envoyé plusieurs fois chez le CPMS. Je t'avoue que ça ne s'est jamais passé 2 fois de la même manière. Maintenant, je sais que c'était pas forcément les mêmes CPMS. J'ai compris ça, parce que parfois tu vois une madame, puis c'est pas la même madame, t'as pas compris. Mais comme j'ai changé d'école personnellement, je comprends mieux. Donc, pratiquement, vos services, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des services de base qu'offrent tous les CPMS? Parce que tu as parlé des axes de travail, mais ça donne quoi sur le terrain? Comme projet, comme action, comme suivi, comme... Alors, les projets, ils vont s'adapter à ce qui se passe dans les écoles et aux demandes du terrain. Ok. Donc si dans une école tout va bien, que tous les élèves apprennent très 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 bien, on ne va pas faire des testings d'orientation pour l'enseignement spécialisé par exemple. Ok. Malheureusement, ça se passe rarement comme ça dans les écoles, et donc il y a effectivement 8 axes, mais en fonction de ce qui se passe dans les écoles, on va en privilégier l'un ou l'autre, ou plusieurs, en fonction d'une part des demandes, de ce qu'on observe aussi, et de ce qu'on est capable d'apporter, parce qu'on n'a pas la même expertise non nécessairement dans tous les domaines. Ça dépend des agents, ça dépend de ce que la direction donne comme direction à son centre. Et puis, c'est bien de reconnaître où sont nos limites aussi, afin de faire des relais vers l'extérieur. Donc, ce que tu nous dis, c'est que finalement, comme chaque CPMS est une structure en soi, tu nous disais, c'est pas une bête à 36 000 têtes, c'est chaque fois des institutions, des êtres, projets différents. C'est-à-dire que je disais... Tout le monde n'a pas les mêmes compétences. Mais non, tout le monde n'a pas les mêmes compétences. Comme on parle des AMO, mais toutes les AMO n'ont pas le même fonctionnement. Elles s'axent sur des choses différentes, elles travaillent différentes choses. Les centres PMS aussi. On a les mêmes 3 axes, on a les mêmes missions, on a les mêmes 8 axes, mais on va, en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on observe et des demandes, accentuer plutôt l'une ou l'autre chose en fonction aussi de ce qu'on croit réellement être ce qu'il faut mettre en place dans l'école. Et donc pratiquement, prenons l'exemple du coup de ton PMS, si on peut, rappel Bruxelles Nord. J'arrive, je vais devenir incollable sur la cartographie des PMS. Voilà, au quotidien, en ce moment, là, au mois de fin octobre, tes agents, je ne sais pas si c'est tes collègues, je ne sais pas comment tu les appelles, tes agents, ils font quoi? Pratiquement, si je dois expliquer ça à un parent qui ne comprend rien au travail social et qui est dans autre chose, dans un autre milieu d'expertise, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils vont régulièrement dans les écoles. Ils ont des permanences dans les écoles, mais ce n'est pas le cas dans tous les centres PMS. Donc, tous les centres PMS n'assurent pas des permanences. Pour la simple et bonne raison aussi qu'il n'y a pas de local dédié au centre PMS dans toutes les écoles. Donc quand ils font une permanence, ils font ça dans le couloir? Ils n'en font pas. C'est difficile de pouvoir dire on fait une permanence quand on n'est pas certain d'avoir un local. Donc ils vont dans les écoles quand ils ont la chance de pouvoir avoir un local dédié. Ont des rendez-vous avec les parents, avec les jeunes, que ce soit par rapport à des problèmes d'intégration dans l'école ou de difficultés au niveau pédagogique ou au niveau personnel. Enfin, il y a énormément de difficultés multiples et variables qui peuvent se présenter lors de ces interactions avec les jeunes. Et ce sont aussi les profs qui viennent s'adresser aux agents pour leur faire une demande pour tel ou tel élève.
Ce sont... Attends, parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Tout à l'heure, quand on a dressé le portrait institutionnel des PMS, on parlait de 3000 aidés, tu me disais selon le nombre d'élèves, mais là tu me dis que les profs aussi peuvent venir toquer à la porte du PMS. Ça arrive souvent? Ça arrive, ça arrive parce que les profs sont parfois très inquiets pour un élève et viennent à ce moment-là déposer leur inquiétude et leur demande de suivi pour un élève en particulier. Ou alors ils peuvent aussi être en demande d'indications pour aider au niveau pédagogique l'élève à suivre s'il y a par exemple un besoin spécifique qui a été détecté. Donc c'est des demandes plutôt de partenaire à partenaire pour On est en avoir partenariat de l'aide avec... Oui, on est en Ok. partenariat. C'est juste avec que ça l'école. gonfle vos chiffres du coup. Ah Parce oui, que c'est plus que 3000 du coup. Parce qu'il y a combien surtout, tu me disais, il y avait 3800, c'est ça? 3800 élèves chez toi? 3007. 3007, j'étais Presque 3007. Et combien de profs? Oula, ça je ne sais pas. Mais qui viennent se rajouter encore. Donc Oui, oui, effectivement, on voit que la masse de travail... Et vous avez un local pour vos permanences? Parfois. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend dans quelle école. Oui. Ok, donc il y a des permanences. Tu as parlé de testing. Oui. Ça se fait dans le cadre, en dehors des permanences, ça j'imagine. Non, ça peut se faire pendant les permanences. Les permanences, ça ne veut pas dire qu'on attend le client. Les permanences, c'est un moment où l'école sait qu'on est là. Ok. Mais c'est un moment qui est occupé par différentes choses. Ça peut aussi être des animations en classe, mais ça peut aussi être le testing d'un élève qui a en tout cas des difficultés au niveau pédagogique et pour lequel il y a des choses qui doivent être envisagées et on ne sait pas encore lesquelles. Ok, donc c'est plus des présences que des permanences en fait. Si tu me dis que vous pouvez être pris par vos autres axes de Oui. travail à ce moment-là. Tu parlais d'animation. Quel genre d'animation? Alors ça, ce sont Des exemples, des animations de réponse à la demande par rapport à du harcèlement, par exemple, par rapport aux assuétudes, ou alors les VRAS. Donc l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Ah oui, ça, on a tous connu ça. C'est la madame qui vient expliquer comment... Enfin, la madame, maintenant le monsieur. À mon époque, il y avait que des madames qui faisaient ça. Ça peut être Qui une vient- madame ou un monsieur, Qui effectivement. vient expliquer effectivement les petites choses de la vie, Oui. le sida et les préservatifs, ce genre de choses. C'est vous qui faites ça aussi du coup? C'est aussi nous qui le faisons, en collaboration généralement avec les CPSE. Oui, dont on parlait tout à l'heure. Oui. Voilà. Ou en secondaire, c'est plus souvent les plannings familiaux. C'est ça, moi j'avais en tête les plannings Mhm. familiaux. Mais donc parfois ça arrive que ce soit les PMS Oui, oui, qui tout ça à fait fait. partie de vos potentielles missions. Ouais. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait énormément. On n'est pas à court d'imagination non plus parce que il peut aussi y avoir des cafés par an. Ok. Où là, ce sont en général des matinées qui sont organisées en collaboration avec les écoles pour rencontrer les parents en maternelle souvent et présenter un sujet particulier, style, ça peut être les écrans, l'attitude par rapport aux écrans ou la nutrition ou le sommeil et informer de choses qui peuvent être vraiment importantes pour la bonne continuation de la scolarité. Est-ce que ça... Donc tu me dis, il y a des cafés par an, il y a des animations en classe, il y a du testing, des suivis, il va y avoir des réunions de concertation, mais on va avoir l'occasion d'en reparler dans quelques secondes. Il y a le fait d'être présent, de pouvoir avoir une écoute active à un moment bien déterminé. Tout ça, est-ce que ça forme des projets établis? Est-ce que c'est vraiment selon la demande? Ou tu disais que chaque CPMS a un peu sa dynamique, son expertise, ses points où il est plus compétent, d'autres moins potentiellement. Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce que si j'arrive dans telle école, je peux me dire, tiens, je vais aller voir le projet du CPMS de cette école-là? Oui, tout à fait. Parce que ça, j'en ai jamais entendu parler. Si. Comme il y a un projet d'école, il y a un projet PMS aussi. Et donc, il est facilement consultable? il est disponible à l'école. Il est disponible au centre PMS aussi. Et effectivement, il brosse pour une durée pour l'instant, c'est 4 ans, ça va devenir 5. Les grandes lignes directrices dans lesquelles le centre PMS va se diriger. Okay. Et les points forts qu'il va investir pour les années qui viennent. Et est-ce que c'est est-ce qu'il y a des dépliants par CPMS? Est-ce qu'on peut, si je vais maintenant à Bruxelles-Nord, est-ce que je peux aller, je peux aller voir le dépliant du CPMS pour me dire, tiens, à ce niveau-là, je sais que voilà ce qu'ils vont m'offrir comme service ou voilà leur manière de fonctionner?
En tout cas, le projet est disponible, oui. C'est ça. On n'a pas pour l'instant, on n'a C'est pas encore de... Dans de l'axe petit 1 de feuillet. promo de vos services, il n'y a pas ce genre de... j'imagine que vous avez Il est en construction. d'autres choses à faire aussi. Oui, mais C'est il est ça, en le problème. construction. Effectivement, comme je viens de reprendre la direction, il est en construction. Non, je dis ça parce Mhm. qu'effectivement, avoir des services, c'est souvent ça qui arrive, c'est que les gens, on se dit, on ne sait pas ce que les gens font, alors que souvent les gens font des choses. Hein, et Oui. c'est un peu l'objectif ici de l'inclusif, c'est de s'inclure déjà les uns les autres. Hein, c'est un premier pas. D'où le fait, parce que tu me dis que c'est très 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 varié. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'actions que vous menez dans ton CPMS par exemple, en dehors de ce que tu nous as déjà posé? Il y a des trucs particuliers ou des projets, un dernier projet coup de cœur ou un premier projet coup de cœur que tu es arrivé il n'y a pas longtemps? Non, on assiste au conseil de classe. Ah oui, ça aussi. Il y a les réunions des parents aussi. Ah oui. Euh, Tout cas, j'ai bien fait de te poser la question, parce que c'est un point important, ça, les conseils de classe quand même. oui, oui, Tous oui. les conseils de classe Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible parce que parfois ils ont lieu dans les écoles en même temps Mm. ou dans deux classes différentes en même temps. Et on n'a pas encore le don d'ubiquité, malheureusement. On aimerait bien, ça rendrait bien service, mais on l'a pas. Et donc on est juste pas c'est juste pas possible d'assister à tous les conseils de classe. Et quand vous intervenez dans un conseil de classe, c'est pourquoi? Pour un dossier particulier ou parce qu'il y a un enfant que vous suivez, vous dites là il faut être au conseil de classe? Ou c'est de manière générale, on va se faire toutes les CGO cette année-ci de cette école-là parce qu'on sait que ça a été plus chaud et qu'on aurait peut-être l'intérêt à y être? Comment ça fonctionne? Comment vous sélectionnez du coup? On essaye de choisir en fonction de là où on pense que ça va être le plus utile, effectivement, mais ça va varier d'une école à l'autre. Dans certaines écoles, il sera plus pertinent d'aller assister au conseil de classe où il y a plus de prise en charge. Dans telle classe, il y a plus de prise en charge, donc on va assister à ce conseil de classe-là. Ou alors par degré Ok, d'enseignement, oui, c'est ça. pour assurer les transitions, par exemple. Ok. Ça va véritablement varier, ça va varier aussi selon les disponibilités des agents. Mais assister à tous les conseils de classe, ce n'est pas possible, aussi par le fait que un agent n'a pas qu'une seule école, il en a plusieurs. Et ces conseils de classe peuvent se prolonger au-delà des heures. Alors concrètement, ça fait des heures supplémentaires, des heures qui vont être récupérées pendant le temps scolaire. Et à un moment, c'est juste pas possible. Assister à ces conseils de classe va déforcer la présence sur le terrain Parce pour que les élèves. tu me disais, par exemple, dans votre équipe, vous êtes 9, c'est ça que tu m'as dit, 8 ou 9. Mais vous êtes tous sous un cadre communauté française, au niveau contractuel, j'entends, au niveau travail. Mhm. C'est-à-dire qu'au niveau, c'est vrai que au niveau emploi, par exemple, parce que tu parlais d'heures de récupération, on n'est pas dans du travail de soirée, de week-end. Je pense à ça parce Non. que j'ai une belle-mère qui a été sous-directrice, les conseils de classe, je vois bien, où voilà, on lui mettait sa soupe de côté pour quand elle rentrerait un jour peut-être des conseils de classe. J'imagine que c'est compliqué quand on est aussi dans un... Vous restez des agents de l'administration quelque part au final. Oui, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que les heures supplémentaires sont acceptées dans le cadre du travail et dans la mesure où ça ne peut pas être déplacé. Donc normalement, on ne fixe pas des rendez-vous enfants hors des heures s'il y a moyen de les fixer à d'autres moments. Mais par exemple, pour rencontrer des parents, il y a certains parents qui ne savent pas se libérer parce que ça leur poserait véritablement problème au niveau du travail pendant la journée. Donc à ce moment-là, s'il n'y a vraiment pas moyen de faire autrement, on leur donne un rendez-vous en dehors des heures. De même, les conseils de classe ou les conseils de participation sont généralement en dehors des heures, on ne sait pas les changer. Mais ce n'est pas possible d'assister à tout de nouveau. Ok. Et de même, les réunions de parents qui peuvent parfois durer jusqu'à 10 heures du soir, c'est difficile Oui, c'est de les assurer de A à Z. Parlons intégration et inclusion. Alors, d'emblée, pour ceux qui nous écouteront, petite précaution oratoire qui nous disait en préparant cette émission, tu n'es pas, en tout cas plus sur le terrain ici, parce que tu es dans un rôle de direction, de gestion, donc tu coordonnes, tu animes, tu fais vivre ces équipes. Tu l'as fait à Bruxelles, enfin tu le fais toujours à Bruxelles, tu as changé à Cocoff maintenant dans le libre. Donc voilà, tu n'as pas question pointue pour qu'il y ait des erreurs. Mais
le rôle du PMS dans les processus d'intégration et d'inclusion. Tu disais aussi que ça avait beaucoup changé. Oui. Quel est votre rôle? Comment ça se passe? Parce que ça vient se rajouter à tout ce qu'on vient de raconter, ça. Non, ça fait partie des différents axes. Ça fait Ça partie, fait oui, ça a été partie de intégré l'orientation. dans les axes. Non, ça fait partie Ça de... fait partie pleinement, oui, ok. complètement. Et donc, quel est le rôle? Parce que moi, on connaît les fameuses réunions de concertation en cas de processus d'inclusion. Ça, c'est quelque chose que, ne serait-ce qu'avec quelques partenaires de la Fondation Presse, je pense à la plateforme pour l'école pour tous avec la Ligue droits de l'enfant dont on parle beaucoup. Quels sont les rôles du PMS, du CPMS dans ce genre de situation? Alors, le rôle du centre PMS va être de collaborer à la mise en place des projets et des objectifs qui vont permettre à l'enfant de s'inclure positivement dans la scolarité de l'enseignement ordinaire. Ok. En tout cas pour ce qui est de l'intégration. Et là, c'est aussi en connaissance du dossier qu'on va pouvoir suggérer certaines pistes. Ok. Maintenant, on connaît aussi les écoles, on connaît les rythmes des écoles, et donc on va peut-être être une interface intéressante pour savoir quel sera le rythme possible pour l'école aussi. Ok. Donc, est-ce que c'est en lien avec les fameux plans individuels d'apprentissage? Les PIA, Les oui, PIA? notamment, mais pas seulement. Ok, donc si j'ai un enfant porteur de handicap que j'ai envie de l'amener, d'essayer de discuter avec l'école Y pour voir s'ils veulent bien intégrer mon enfant, je dois passer par vous? Je peux passer par vous? Vous allez être amené, vous allez être consulté? Alors pour une intégration, c'est le centre PMS qui s'occupe de l'enfant avant l'intégration qui va jouer. Ok. Avant, c'était les deux centres PMS. L'ancien et le nouveau. L'ancien et le nouveau, qui étaient invités autour de la table des discussions avec la future école et l'ancienne école aussi. Ok, ce qui peut être intéressant dans le cadre de partenariats, comme on disait, quand Oui, tout à fait. Quand c'est des réseaux différents, par exemple. Oui, ou même pas nécessairement des réseaux différents, mais de toute façon, par exemple, les intégrations après l'enseignement type 8, passage vers le secondaire, les intégrations qui ont lieu à ce moment-là, c'est l'école primaire, l'école secondaire sont de réalités complètement différentes. Et je trouve que solliciter le centre PMS de l'école secondaire pour savoir si ça allait être possible ou pas, ça avait son sens. Mais c'est plus le cas. C'est plus le cas. Okay. On ne creusera pas le pourquoi. J'imagine que c'est indépendant de votre volonté. C'est indépendant de notre volonté. Et donc là, maintenant, pour la continuation de l'intégration, là, le centre PMS de l'école dans laquelle c'est déjà passé un an d'intégration, on va jouer. Ok. Et donc, vous êtes à la table de discussion. Et là, quel est votre rôle dans ce cadre-là? Qu'est-ce que vous allez faire pratiquement? On va recevoir la demande. Enfin, idéalement, on l'a déjà reçue préalablement et on a analysé l'évolution de l'enfant, comment ça s'est passé en primaire, à quel rythme il a pu évoluer et si les capacités dont il dispose au jour actuel vont lui permettre de pouvoir efficacement accrocher au secondaire sans être mis de côté, sans risquer d'être complètement en décalage et que ça le desserve plutôt que ça ne le serve. Alors, souvent, dans le premier degré, les profs sont particulièrement attentifs et bienveillants. J'ai vu des profs géniaux mettre des choses extraordinaires en place pour intégrer les enfants, et c'est énorme. Mais il faut malgré tout s'assurer que les enfants seront aussi affectivement capables de gérer ce passage et que ça va être porteur pour eux. Parce que sinon, c'est risqué de les confronter à un échec qui va les déstabiliser et les renforcer dans un sentiment de moindre capacité. C'est vraiment pas ça qui est voulu. Alors, quelque chose que j'ai souvent entendu, on va petit à petit vers les questions qui fâchent, donc je rappelle, tu as ton joker.
Vous avez dans ces fameuses réunions de concertation, lorsqu'on discute de l'intégration ou pas d'un enfant, alors c'est un rôle consultatif, un rôle décisionnel, parce que moi j'ai souvent entendu le CPMS a dit non, mais il n'avait rien à dire, et d'autres gens diront oui, vous savez, les CPMS, ils n'ont qu'un avis à donner. On imagine qu'il y a aussi une influence par rapport à l'école, que parfois, c'est un peu en tiers, un tiers parfois, c'est pas particulier, quoi. Qu'est-ce qu'il en est finalement, concrètement? Quel est votre vrai pouvoir formel, informel, selon toi? Ça dépend dans quel domaine. Par rapport à l'orientation vers l'enseignement spécialisé, l'avis du centre PMS est consultatif. Ok. Donc les parents peuvent ne pas le suivre du tout. Ok, ça c'est si on veut aller vers le spécialisé. Oui, pour sortir aussi. Ah, pour sortir de spécialisé aussi. Oui, oui. Donc même si le PMS donne un avis défavorable par rapport à une sortie de l'enseignement spécialisé, le parent peut décider d'aller dans une école et d'inscrire son enfant. Maintenant, il faut que l'école accepte l'enfant. Mais certaines écoles acceptent l'inscription d'un enfant venant de l'enseignement spécialisé malgré un avis négatif du centre PMS. Ok. Par rapport à l'intégration, si le centre PMS de l'école dont vient l'enfant donne un avis négatif par rapport à l'intégration, l'intégration ne pourra pas avoir lieu. Ok. Si l'avis du centre PMS de l'école future est négatif, ça n'a aucune incidence. Ça n'a plus aucune incidence. Mais évidemment, chaque avis doit être motivé. Donc, pour bien comprendre, si je veux mettre mon enfant en intégration dans une école ordinaire, donc, Oui. et que le PMS d'où vient mon enfant, dans laquelle mon enfant est aujourd'hui, donc pas celle dans laquelle il va aller, dit non, c'est non. Mais ceux ceux qui vont recevoir mon enfant, eux, on s'en fout. Ok. J'ai pas tout compris, mais c'est normal. On s'en fout pas nécessairement, mais non, en tout cas, ça n'a pas, l'avis n'est pas officiel. L'avis n'est pas officiel, c'est ça. Ça devrait pas être l'inverse. Joker. Non, je pense que avoir les deux avis pouvait être totalement pertinent, et de toute façon, un seul éclairage ne suffit pas. Il faut que le conseil de classe de l'école d'où vient l'enfant soit pleinement positif par rapport au bien fondé de cette intégration, que le PMS puisse dire bah oui, effectivement, c'est totalement pertinent que cette intégration ait lieu, parce qu'on a constaté déjà ça comme progrès, et puis que l'école qui accepte, ou qui est susceptible d'accepter l'intégration, puisse dire mais oui, on a la capacité de mettre des choses en place de façon à ce que ça se passe bien, et que le centre PMS puisse donner de l'école qui accueillerait, puisse dire effectivement on est là en soutien pour cet enfant. Okay. Mais ça, c'est une vraie collaboration. Et par rapport à ces situations d'intégration ou d'inclusion, est-ce qu'il y a d'autres services sur lesquels, par exemple, dans l'exemple de Bruxelles-Nord, est-ce qu'il y a, au-delà de ces fameuses réunions, de ces fameux avis, est-ce qu'il y a d'autres moments, il y a d'autres actes où vous intervenez pas particulièrement? Je pense naturellement au testing, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Au niveau de l'intégration même? Oui, de l'intégration ou des enfants à besoins spécifiques, comme on dit. Qu'est-ce que vous leur apportez pratiquement? Qu'est-ce qu'on leur apprend? Des questions vaches. Hein. Non, on essaye vraiment d'apporter aux enseignants qui vont encadrer ces enfants des pistes. On essaye de leur donner des pistes, mais pour autant qu'on les ait aussi. Et sinon, de toute façon, des discussions, des interactions avec eux, afin de pouvoir leur rendre la perspective de cette intégration acceptable, que ça ne soit pas un poids supplémentaire, mais un défi motivant. Okay. Et ça, c'est pas nécessairement toujours simple, parce que il y a énormément de choses qui sont demandées aux enseignants. Ils ont souvent le sentiment qu'une intégration, c'est un effort supplémentaire, qu'un aménagement raisonnable, c'est quelque chose qui va leur coûter. Alors que fondamentalement, je suis persuadée que la plupart des aménagements raisonnables vont servir à la plus grosse partie de la classe. C'est même le principe de la pédagogie inclusive même. Oui, absolument. Mais
Il faut dire aussi que parfois certains aménagements raisonnables de base ne sont juste pas possibles, parfois financièrement, pour une école. Ok. Là, on rentre dans le point compliqué de la perception des choses et des situations. Ben, je te propose de l'aborder pleinement et d'aborder effectivement le nœud des problèmes, en tout cas essayer de les détricoter un petit peu ensemble. On va déjà voir ce qu'on sait faire. Mais tout ça après une dernière petite coupure. Ok. C'est quoi l'inclusion sociale? Ben, c'est le contraire de l'exclusion. C'est évident. Mais oui. Ouais, mais concrètement, là, c'est quoi?